Bonjour et soyez les bienvenus dans cette édition de votre journal de 15h dont tels sont les principaux titres. Le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim préside une réunion thématique portant sur la politique de développement social. Et au Gaza, escalade de violence entre les résistants palestiniens et l'occupant israélien. Voilà pour le sommaire, merci. Si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti, sous la présidence du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a eu lieu ce lundi après-midi une réunion thématique portant sur la politique de développement social. La réunion qui s'est déroulée dans la salle de conférence de la primature a réuni les membres du gouvernement, parmi lesquels le ministre de l'Agriculture, la ministre de la Femme et de la Famille, le ministre de la Santé, le ministre de la Culture et des Biens Warf, ainsi que la secrétaire d'État aux Affaires sociales et le secrétaire général du gouvernement. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation et plusieurs hauts cadres des départements ministériels furent conviés à cette importante réunion. C'est toujours dans le cadre de la série des réunions thématiques sectorielles organisées sous la présidence du Premier ministre, coordinateur principal de l'action gouvernementale, que se situe la réunion d'aujourd'hui dans les conceptions et paradigmes qui animent la politique publique du chef de l'État vont se pencher cette fois-ci sur la politique axée sur l'amélioration de la gouvernance et de la politique sociale. Effectivement, lors de la réunion du 4 avril 2018, sous l'égide du chef de l'État, le développement social et l'accès aux services sociaux de base pour tous étaient à l'ordre du jour. Ne laisser personne en marge de la société fut le leitmotiv du chef de l'État face à la persistance de la pauvreté malgré une croissance économique tangible. Un rappel surtout inscrit dans la feuille de route du président pour combattre la pauvreté était donc animé dans cette réunion. Dans son mot d'introduction, le Premier ministre a rappelé cet impératif en faisant savoir que l'inventaire des réalisations conséquentes de notre pays en matière sociale a été établi et que nous avons également analysé les déficits sociaux persistants ainsi que leurs causes et conséquences. Aussi bien les déficits sociaux persistants que leurs causes et conséquences ont été constatés le 4 avril dernier, a poursuivi le Premier ministre afin de préciser ses attentes vis-à-vis des membres du gouvernement et leur équipe présents lors de cette réunion. Écoutons le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed. La politique de développement social est l'accès pour tous les services sociaux de base. Lors de la réunion du 4 avril dernier, nous avons établi l'inventaire des réalisations conséquentes de notre pays en matière sociale. Et nous avons également analysé les déficits sociaux persistants, ainsi que leurs causes et conséquences. Je n'attends pas de cette réunion une présentation de vos rapports d'activité. Ce n'est pas ça qui est demandé. Parce que la plupart des institutions m'ont présenté officiellement le rapport annuel. Je les ai déjà avec moi. Non. Mais j'attends de vous une stratégie de développement social dans sa dimension globale, cohérente, participative et surtout inclusive. Comme vous le savez, nous ne pouvons pas aujourd'hui se vanter de disposer de mécanismes efficaces si vos actions et vos activités ne sont pas coordonnées et surtout ordonnées. Il faut, à la fin de cette réunion, que vous me sortiez des orientations d'harmonisation des actions que vous allez mener ensemble afin que les résultats soient palpables. Car il faudrait tirer des enseignements des expériences que nous avons eues pour mieux préparer l'avenir. À l'issue de la réunion, nous avons recueilli les propos des membres du gouvernement, en l'occurrence la secrétaire d'État aux Affaires sociales, Mme Mouna Ousmane Adel. Thématique a permis de mettre autour de la table plusieurs départements sectoriels qui sont de façon spécifique, travaillent de façon spécifique au développement social et aux services sociaux de base. Les points de discussion étaient surtout pour pouvoir mettre l'accent sur le suivi et l'évaluation de l'ensemble des interventions du gouvernement qui vont vers un développement social, vers la lutte contre la pauvreté, vers l'amélioration des services sociaux. Nous avons pu discuter des objectifs et des priorités que chaque département ministériel mène sur le terrain de façon concrète, mais surtout comment on devrait rendre synergiques nos interventions pour que l'ensemble des voies et moyens soient étudiés pour que la rationalisation des ressources soit au rendez-vous
l'atteinte des objectifs soit au rendez-vous et pour que, de façon générale, la politique de lutte contre la pauvreté et du développement social soit cohérente et existante. Donc cette réunion nous a permis de pouvoir nous fixer des objectifs, de pouvoir les renseigner de façon régulière et d'assurer un bon suivi. Le ministre de la Santé, Dr Jama El-Meouki, a reçu hier le professeur Ahmad Ashraf, neurochirurgien français du CHU de Grenoble, qui va opérer à l'hôpital général Pelletier. L'entrevue s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Banoïta, et du directeur de l'hôpital général Pelletier, Hussein Mohamed, ainsi que d'autres cadres du département. Le professeur Ashraf est le chef de l'unité de neurochirurgie de Grenoble en France. Il se trouve actuellement à Djibouti dans le cadre d'un partenariat médical entre Djibouti et la France. Mon ami et collègue Dr Dianka, qui est neurochirurgien à Djibouti. Et donc on a un projet d'opérer quelques patients et puis voir un certain nombre de patients en consultation. Dans le cadre des manifestations culturelles consacrées à la jeunesse, le Centre de développement communautaire de la cité Nassib a organisé vendredi soir une grande cérémonie en présence du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil. À cette soirée, des jeunes, des moins jeunes, hommes et femmes, d'autant que le CDC de la cité Nassib fêtait le premier anniversaire de son ouverture. Tous ont communié dans la joie et l'allégresse. Cette rencontre marquée par un programme de danse, des chants et des sketchs divertissants. Les habitants de la cité Nassib, nouvellement conçus, ont remercié chaleureusement le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport et l'ont prié de renouveler pareille occasion. Ces derniers ont été réitérés leur reconnaissance et leur profonde gratitude à l'égard du chef de l'État qui leur a offert ces belles habitations suite à des incendies survenus dans plusieurs secteurs de la capitale Djibouti-Ville ces dernières années. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, donc, a rassuré les habitants de la cité Nassib qui ne seront pas oubliés et les a exhortés à garder leur environnement propre et attrayant. Il leur a demandé de l'embellir en plantant donc des arbres et prendre donc soin ce nouveau centre de développement communautaire qui fête ses premières années. Également dans l'actualité de ce 15h, le secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration a organisé à l'INAP une formation au profit des agents de l'État sur leur efficacité, de leur rendement, leur comportement et les services à apporter à leurs concitoyens. Les agents d'une douzaine de départements ministériels ont profité de cette formation qui a été assurée par 2 experts de l'École nationale de l'administration publique du Canada. Outre les 2 experts canadiens, la cérémonie d'ouverture de cet atelier de formation s'est déroulée en présence du secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration, Mohamed Awale, et le directeur de l'INAP, Sharmake. Ces derniers ont remercié les participants pour leur assiduité ainsi que les 2 experts canadiens pour ce soutien constant. Du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, dans la mesure d'amorcer une gouvernance administrative plus accessible aux populations et plus soutenable pour le développement social et économique. Le but de la formation visait à permettre le SECRA et les ministères concernés de réaliser un volet d'intervention de modernisation pour l'implantation de la DSC, permettant ainsi l'amélioration des services offerts à la population. Et voilà qui nous ramène de parler de la clôture de la 32e session du Conseil administratif et de l'organisation des capitales et villes islamiques. Les travaux des commissions techniques, administratives et financières ont pris fin au terme de la 2e journée de la 32e session du Conseil administratif de l'organisation des capitales et villes islamiques, l'OCVI. Le conseiller du maire en charge des relations avec le monde arabe, Ahmed Mohamed, a présidé les travaux de la commission technique. Madame Fadouma Awale Ousmane, nouvelle présidente de l'OCVI, a présidé la cérémonie de clôture.
Cette séance a débuté par la lecture des résolutions et des recommandations proposées par les différentes commissions suivies d'échanges. Ensemble, 7 résolutions ont été adoptées. La nouvelle présidente de l'OCVI, Fatouma Awale Ousmane, maire de la ville de Djibouti, a dans son discours de clôture remercié l'auguste assemblée pour leur participation et la qualité très riche des échanges et des réflexions. Qui s'est déroulé dans une ambiance de travail riche et fructifiant, je voudrais prendre la parole à cette tribune pour procéder à la clôture des échanges de travaux de ce conseil administratif durant les 2 derniers jours. Les discussions et les recommandations formulées aujourd'hui par les membres actifs de cette auguste assemblée illustrent l'importance accordée de l'organisation des capitales des villes islamiques à regrouper en son sein des acteurs privilégiés et les différentes parties prenantes à utiliser ces structures institutionnelles comme plateforme commune d'échange de modèles pertinents pour la promotion et le développement des capitales et villes islamiques. À ce juste titre, je suis convaincu d'ores et déjà que les points de discussion traduits dans les recommandations finales des travaux de cette 32e session du Conseil administratif de l'Organisation des capitales et villes islamiques seront concrétisés dans les politiques publiques et la gestion administrative des capitales et villes islamiques. C'est l'heure de l'appel à la prière, la Asr. Je vous retrouve dans quelques instants. Et nous poursuivons avec cette cérémonie de clôture de formation du Start-up Week-end a eu lieu à l'hôtel Capital. Cette réunion avait pour but d'accompagner des jeunes initiateurs de projets innovants. Start-up Week-end Djibouti est un événement international parrainé par Google for Entrepreneurs. Il s'agit d'un challenge unique pour chaque entrepreneur et initiateur de projets innovants en termes d'éducation, d'inspiration, de networking et de création de start-up à succès. La cérémonie a été organisée par le Centre de technologie et d'innovation pour le développement, qui est une organisation à but non lucratif ayant pour objectif d'accompagner des projets novatrices de jeunes entrepreneurs. Tels que Djibouti Télécom, Air Djibouti, Port et Capital Hotel. À la fin de la cérémonie, les meilleurs projets ont bénéficié des abonnements gratuits et d'une remise de certificats pour le classement de 3 meilleurs projets. Premier prix revient au projet Jibcare, une solution e-santé. Le deuxième prix revient au projet Hinbread, un start-up qui promet un nouveau type de pain made in Djibouti, comportant des ingrédients sains au profit de la bonne santé de ses consommateurs. Le troisième prix est revenu au projet East Africa Fund, un start-up sur le financement participatif ou crowdfunding. Dans un mot prononcé, vous voyez donc cette occasion, le directeur général de Djibouti Télécom a souligné que Djibouti Télécom accompagne ces jeunes initiateurs des projets. L'UNFD a lancé une campagne de sensibilisation et de dépistage sur le risque de malnutrition pouvant toucher les enfants de moins de 3 ans. Des agents de santé, de la gente féminine et des mères de famille se sont associés dans cette opération. Ces dernières ont bénéficié d'un court stage de formation sur comment reconnaître un enfant malnutri. La formation ayant été assurée par le docteur Abdillahi Saïd du ministère de la Santé. De promotion et de protection sociale essentielle durant les 1000 premiers jours de l'enfant et renforcement des compétences des adolescents qui est menée par l'UNFD. Une approche convergente et intégrée entre les programmes de santé, de nutrition, d'éducation et de protection de l'enfant est effectuée afin de contribuer à l'adoption des pratiques et normes sociales positives pour les enfants, les adolescents et renforcer le capital humain de Djibouti tel que défini par la vision 2035 du président de la République, son Excellence Mme Merguele. Dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants, les différentes unités de la gendarmerie nationale effectuent de jour comme de nuit des patrouilles motorisées et pédestres dans tous les quartiers de la capitale. Le 12 novembre dernier, 13h, les gendarmes ont procédé à une importante saisie de produits stupéfiants, en l'occurrence de l'herbe, du cannabis, agissant suite à des renseignements bien exploités et recoupés
Depuis le lieu du chargement jusqu'à l'arrivée de la marchandise sur le territoire djiboutien, les gendarmes de la brigade de Cheikh Moussa, renforcés par un groupe de la gendarmerie mobile, ont mené une opération d'une grande envergure au quartier communément appelé PK12. Les personnes mises en cause, 2 hommes et une femme, ont été interpellées par les militaires de la gendarmerie et plus précisément par les enquêteurs de la brigade Cheikh Moussa. Au cours des perquisitions, il a été découvert dans une cachette 3 sacs contenant au total 20 kg d'herbe de cannabis composé de 200 tasses destinées à la vente. La valeur marchande de ces produits interdits est estimée à la somme de 3 millions de nos francs. Les 3 individus mis en cause ont été aussitôt placés en garde à vue. À l'issue de l'enquête, toutes les personnes impliquées dans cette affaire seront présentées devant la justice pour détention, cession et acquisition des produits stupéfiants. Par ailleurs, le haut commandement de la gendarmerie informe à la population que les gendarmes ne ménageront aucun effort de jour comme de nuit en vue de lutter contre ce fléau afin qu'il ne puisse pas prendre d'ampleur. Nécrologie pour clore l'actualité nationale, c'est avec effroi et tristesse que nous avons appris avant-hier le décès du commandant Hamza Haïdara Moussa, survenu ce dimanche 11 novembre. Né le 27 juin 1977, jour d'indépendance de notre pays, à Andaba, dans le district de Tajora, le défunt Hamza Haïdara était un jeune officier supérieur dynamique et plein d'enthousiasme. Par sa gentillesse et son désir permanent de vouloir aider son prochain, il attirait toute personne l'ayant connu. Son caractère posé et attentif le différenciait des autres, toujours à l'écoute. Il ne ménageait ni son temps ni sa personnalité pour servir. Le défunt Hamza Haïdara Moussa avait intégré les forces armées djiboutiennes en 2000. Il est passé successivement au grade de sous-lieutenant en 2004, puis au grade de capitaine en 2012 et enfin au grade du commandant en juillet 2018. Son cursus académique fulgurant était jalonné de succès. Le baccalauréat arabe en poche, il débute une fois intégré aux forces armées djiboutiennes son cours d'application d'officier en spécialité artillerie. Puis en 2013, il entame le cours de perfectionnement communément appelé cours de capitaine. Enfin, il entreprend son cours d'état-major en 2015 en Arabie Saoudite avant d'être rappelé à Dieu ce jour de dimanche 11 novembre 2018. Le défunt Hamza Haïdara Moussa était décoré de la médaille de défense du territoire en 2011 et d'une lettre de félicitations, reconnaissance de travail assidu entrepris lors de la conduite d'un stage de CT1, le certificat technique premier degré en artillerie. Le défunt Hamza Haïdara laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. Que la terre lui soit légère et qu'Allah l'accueille dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde avec Asma Oubaker. Bonjour Asma. Bonjour. Et nous commençons au Gaza où ce regain de tension entre Israël et la résistance palestinienne. Et on va revenir donc, mais avant on va parler de cette présidentielle en République démocratique du Congo où le président du parti, le parti historique de l'opposition congolaise a annoncé qu'il se retirait de l'accord signé la veille avec 6 autres partis pour désigner un candidat commun de l'opposition à l'élection présidentielle. L'accord de la coalition n'aura pas duré longtemps. Le président du parti historique de l'opposition congolaise a déclaré qu'il se retirait de l'accord qu'il a signé la veille avec 6 autres ténors pour désigner un candidat unique de l'opposition à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre en République démocratique du Congo. J'ai compris, a-t-il dit, que l'acte posé à Genève a été mal compris et rejeté par la base. Par conséquent, je retire ma signature de cet accord que nous avions signé dimanche au nom de l'UDPS. Fin de citation. À Kinshasa, les militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, l'UDPS, lui avait lancé lundi un ultimatum de 48 heures pour qu'il se retire de l'accord et qu'il maintienne sa propre candidature. Il avait été désigné en mars par le congrès de son parti, président et candidat de l'UDPS, parti historique de l'opposition, fondé en 1982 par son père Étienne Tshisekedi, mort le 1er février 2017 à Bruxelles. Au total, 21 candidats sont en lice pour les élections du 23 décembre et la succession du président Joseph Kabila au pouvoir depuis janvier 2001. Effectivement, donc toujours pas de candidat unique de l'opposition en RDC. Et nous enchaînons avec Gaza, avec le regain des tensions entre Israël et la persistance palestinienne. Et aux États-Unis, à ce moment, la Californie a enregistré l'incendie le plus meurtrier de son histoire. Effectivement, les incendies qui ravagent la Californie ont tué 42 personnes, soit le bilan le plus meurtrier de l'histoire de cet État. Eh bien, le président
américain Donald Trump a déclaré l'état de catastrophe naturelle lundi soir. L'incendie de forêt qui fait rage dans le nord de la Californie a fait 42 morts, devenant ainsi le plus meurtrier de l'histoire de cet État. Le bilan précédent, c'est attendu, était de 29 morts, soit autant de victimes que lors du pire incendie de forêt qu'avait jusqu'alors connu cet État et qui remontait en 1933. Des milliers de pompiers continuaient à lutter lundi contre les flammes. L'incendie était encore loin d'être contenu, mais sa surface a été réduite de 4500 hectares. Les pompiers s'attachant notamment à protéger les bâtiments menacés par les flammes. Les autorités étaient sans nouvelles de plus de 200 personnes, a dit. Et en Corée du Nord, des services de renseignement occidentaux ont indiqué que Pyongyang dissimulait de nouvelles bases de lancement de missiles. Oui, c'est le résultat d'une étude publiée hier par les chercheurs du Centre fort stratégique, centre de stratégie, alors que les négociations entre Trump et Jong-un sont au ralenti. Au moins 13 sites secrets de missiles balistiques mobiles à capacité nucléaire. Le Center for Strategic and International Study, un cabinet d'études de Washington, a localisé 13 sites de missiles non déclarés par le gouvernement, ajoutant qu'ils pourraient être au nombre de 20. Le président américain Donald Trump avait estimé que son sommet historique de juin avec le dirigeant nord-coréen avait ouvert la voie à la dénucléarisation, je vais y arriver, de Pyongyang, désamorçant des tensions qui avaient mené les deux pays au bord du conflit. Et puis au sommet de Singapour, le Nord a renoncé à ses essais balistiques et nucléaires, démantelé un site de test de missiles et promis, si les États-Unis acceptent de faire des concessions, de démonter son principal complexe nucléaire. Merci Asma Ouaker pour ces éclairages et merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.